Bienvenue dans Terre de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos assiettes. En effet, ce 52e numéro est consacré à l'agroalimentaire. Qui sont les femmes et les hommes qui réalisent nos petits plats? Quels sont les métiers et les formations de l'agroalimentaire? Est-ce un secteur qui n'a pas peur de la crise? Est-ce un secteur qui recrute? En partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Sommaire. Mais qui fabrique les produits que nous voyons dans les rayons? Réponse, les salariés de l'agroalimentaire. Nous verrons les coulisses et ces métiers dans des usines de transformation. Sur 24 heures, on fait 24 tonnes. Goût, hygiène, traçabilité, respect des normes, les consommateurs sont plus exigeants. Quelles sont les conséquences en termes de qualité? C'est par exemple pas de vernis à ongles, pas de bijoux, pas de piercing. L'agroalimentaire regroupe de multiples métiers, mais qui le sait? Nous verrons comment la Chambre d'agriculture présente cette diversité. On parle de secteurs comme le paysage ou les services aux personnes en milieu rural. Agroalimentaire et niveau d'études élevé, est-ce possible? En fin d'émission, une étudiante de 22 ans témoigne. Je suis en master sur Angers dans l'innovation alimentaire et la création de nouveaux produits. Aujourd'hui, Terre de l'Aube montre des images d'une industrie discrète et pourtant indispensable, l'agroalimentaire et ses métiers. Alors pour découvrir ce monde de l'agroalimentaire, nous sommes tout d'abord en compagnie de Jean-Thomas Robichon. Vous êtes animateur du club I3A. Bonsoir. Le club I3A, c'est le club des industriels de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie et des agro-ressources en Champagne-Ardenne. C'est dire que vous êtes au centre du sujet. On va commencer tout simplement, Jean-Thomas Robichon, question naïve, c'est quoi l'agroalimentaire? Alors l'agroalimentaire, c'est le secteur qui nourrit notre population. On va des productions agricoles en passant par les industries agroalimentaires qui elles-mêmes vont livrer, soit d'autres industries agroalimentaires, soit même directement la grande distribution ou la restauration. Collective ou commerciale. De la culture à nos assiettes. Voilà, c'est tout à fait ça. Est-ce que la filière agroalimentaire est un gros employeur dans le département? Alors, le secteur dans l'Aube est assez important puisqu'il emploie environ 3500-3600 personnes hors Champagne. Et il y a une centaine d'entreprises, alors de la toute petite entreprise à la PME au grand groupe. Et puis, tous les types de produits sont représentés. Ça va des céréales en passant par la viande, le champagne bien sûr, les légumes, il y en a beaucoup, le fromage bien sûr, et puis plein de petites préparations régionales. Christian, justement, vous êtes allé à la découverte de certaines de ces entreprises du monde de l'agroalimentaire. On ne pouvait pas aller partout, oui. Mais en tout cas, la première entreprise que l'on va voir donne l'eau à la bouche. Ah, vraiment, là. Oui, vraiment. Il s'agit du chocolatier C'est moi, Jaco. C'est un plaisir d'y aller. À Troyes, ça se trouve à Troyes, il y a 7 bâtiments qui sont consacrés à la fabrication de bonbons et de figurines en chocolat. Moi, je suis gourmand, j'aime bien. Alors, première nouvelle, pour eux, Noël, c'est déjà fini, en fait. Là, quand je les ai rencontrés, ils étaient en train de préparer la saison de Pâques, les chocolats de Pâques. Une occasion de voir sur les chaînes de fabrication les métiers et les qualifications nécessaires dans l'agroalimentaire. Sur ces 2 lignes de production, 100 à 120 salariés se répartissent les tâches. 4 grandes familles. La première, on a les manutentionnaires qui justement vont conditionner ou mettre en caisse l'ensemble des chocolats qu'on conditionne. On a les conducteurs, donc qui sont des personnes qui sont formées pour conduire une machine et pour faire des contrôles. On a ensuite les mouleurs qui vont mettre en condition le chocolat pour qu'il soit utilisable et enveloppable. Et on a les chefs d'équipe qui sont garants justement de leur équipe. Parmi eux, Bruno, il travaille dans cette entreprise depuis 25 ans. Vous aimez toujours le chocolat? Oui, j'aime toujours le chocolat. Et c'est tant mieux, car ici les équipes se relaient, nuit, jour et week-end, pour produire des figurines et bonbons en chocolat 24 heures sur 24. Bruno exerce le métier de mouleur. Il est à la tête de 2 lignes de production. On produit 8 tonnes par équipe et sur 24 heures, on fait 24 tonnes. Cycle chaud puis froid permettent le durcissement du chocolat. Bruno achève les derniers réglages afin d'éviter les défauts d'aspect. On règle les températures de viscosité avec une tempéreuse pour que le chocolat puisse bien aller autour du moule, rotation correctement et qu'il puisse refroidir correctement. C'est un tempéromètre.
Et là, elle est sur 4, on est bien réglé. Ça y est, tout est bien réglé. Chaque chocolat nécessite 45 minutes à 1 heure de préparation. En bout de chaîne, des manutentionnaires s'occupent du conditionnement avec pour objectif d'atteindre un rendement. En tant que conductrice, Nadège exécute des tâches supplémentaires. Contrôler le numéro si ça correspond avec le lancement qu'on a. Ensuite, on va contrôler si le poids il est correct. Donc là, il est correct. Et on en pèse 10 chaque heure. Chaque heure, on en pèse 10 et toutes les 2 heures, on doit contrôler si le sachet il est bien clipsé, soudé, voir si le contenu est correct et est bien emballé et si ça correspond à ce qu'on nous demande. Particularité de l'agroalimentaire, le nombre de saisonniers. Ici, ils sont quasiment aussi nombreux que les permanents. C'est 8 mois consécutifs. Pour moi, personnellement, parce que je suis opératrice machine, je sais que tous les ans, on va me rappeler. Exécuter des consignes nécessite de lire, écrire et parler français. À 30 ans, diplômé d'un bac+5 en gestion de production, Franck occupe un autre poste. Il est chef d'atelier. Chef d'atelier consiste dans le fait que je dois m'assurer que les productions soient faites dans les délais, quantité, qualité, sécurité et coût. Il n'y a pas de temps mort en fait. Beaucoup de développement, beaucoup de nouveaux produits. Donc on est tout le temps en train de travailler avec des nouvelles matières, des nouvelles fournitures et c'est ça qui est intéressant. Son poste l'amène à rentrer en contact avec l'ensemble des personnels. Je dois décider du nombre de personnes affectées à telle et telle machine, les compétences des personnes, de la quantité de chocolat commandé, des spécificités des produits à envoyer. Au-delà des qualifications, ces métiers nécessitent de supporter l'ambiance en atelier. Un esprit alerte, le respect des horaires et d'hygiène sont considérés comme indispensables. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bosse. Alors, Richard Bonnet, vous connaissez bien cette entreprise, puisque vous êtes gestionnaire de personnel Jaco C'est Moi. Alors, on a vu une salariée qui est un contrat dit saisonnier. Est-ce que c'est souvent le cas dans l'agroalimentaire ? Oui, c'est souvent le cas dans l'agroalimentaire, puisque bon, pour la plupart, on travaille avec une saison, donc ce sont des moments dans la vie qui doivent se répéter globalement à peu près à toutes les mêmes dates dans l'année. Pour nous, c'est par exemple la période de Noël et la période de Pâques. C'est-à-dire que vous préparez Noël à quel moment, par exemple ? On prépare Noël à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Et à partir du mois d'octobre, on redémarre en saison de Pâques jusqu'à environ 1 mois avant la date de l'événement. Alors, Jean-Thomas Robichon, voilà, pour ces salariés qui sont en contrat dit saisonnier, est-ce qu'on peut imaginer des relations interentreprises pour faire 8 mois chez l'un, puis 4 mois chez l'autre et avoir une saison pleine ? Ah, ce serait l'idéal. Oui. Ah, c'est une excellente idée. Et on y pense, il y a des projets en cours. Alors, c'est pas facile à mettre en place parce que il faut déjà que les entreprises soient complémentaires l'une de l'autre, il faut qu'elles soient proches l'une de l'autre. C'est des périodes différentes. Voilà, et donc on étudie ça, Jaco peut-être, avec Bonduel prochainement, on va se rencontrer. Et puis peut-être également, il y a aussi les moissons qui pèsent beaucoup en saisonnier en juillet-août. Effectivement, donc c'est vraiment l'étude, effectivement. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en ce moment ? C'est un secteur qui recrute des saisonniers tous les ans, de toute façon. Et puis, c'est un secteur aujourd'hui qui est assez stable en termes de recrutement, mais en même temps, on a besoin de personnes qualifiées à tous les niveaux de poste. C'est-à-dire pour l'encadrement, vous avez plus de mal à trouver des BTS, des choses comme ça Que ce soit pour l'encadrement et puis également même pour les personnels de production, donc sur la fabrication et le conditionnement. C'est des gens qui... Vous avez vu, il y a de l'hygiène, il y a de la sécurité. Quand vous dites stable, ça veut dire que ça ne connaît pas la crise ? Alors, l'industrie agro, oui, c'est toujours ce que j'entends, c'est de l'alimentaire, on aura toujours besoin de manger. Bon, certes, ceci dit, nos entreprises doivent être compétitives. Il y a des autres régions françaises, il y a l'international, donc il faut innover, il faut exporter, donc il faut tenir le rythme. Christian, on a commencé la visite de nos entreprises un peu à l'envers avec le dessert. Là, on passe au plat de résistance. Avec quel plat ? L'andouillette de Troyes, bien évidemment. Alors, un produit qui doit quand même répondre à des exigences de qualité. Alors, dans l'entreprise AT France, cela concerne l'ensemble du personnel, la qualité, que ce soit tous les postes, tous les métiers. Alors, direction une nouvelle fois la zone industrielle des Écrevols pour voir tout simplement la qualité, comment ça se traduit au quotidien. Ici, il faut avoir l'estomac solide. Au rythme de 100 par heure, ces femmes dressent à la main les meilleures andouillettes de l'entreprise. Nous avons du chaudin, qui est en fait du gros intestin et de l'estomac.
Donc la personne qui est ici va faire le mélange, l'assaisonnement, va composer l'intérieur dans l'andouillette et au fur et à mesure de la chaîne, le produit va être formé, nous allons l'embosser, donc le produit va être piqué et ensuite il va partir en cuisson. Au service RH ou dans les ateliers, la qualité s'applique à 3 domaines. Le premier, la qualité produit. Si en termes de qualité, nous allons regarder que la matière première soit correcte, qu'on ne retrouve pas, par exemple, de corps étrangers, notamment des petits cailloux. Les cochons, ça mange de tout, donc ça, ce sont des corps étrangers que nous pouvons éventuellement trouver. Et la couleur du boyau, l'odeur, ce sont vraiment des critères spécifiques à notre produit. On voit l'atelier de Dressema, c'est un atelier très particulier et les filles elles sont super motivées parce que le produit quand il sort, il doit être super joli. Si elle n'est pas faite avec plaisir, la qualité, on s'en ressortira. Deuxième axe, qualité, l'hygiène et la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'exigences. C'est par exemple pas de vernis à ongles, pas de bijoux, pas de piercing, être super propre et d'avoir des tenues super propres tout le temps, même si le métier est difficile. Ici, les parfums sont interdits et les locaux doivent être constamment nettoyés. Objectif, éviter les contaminations. Exemple de la moutarde, il faut qu'on mette en place des procédures bien strictes pour que nous n'ayons pas de contamination de moutarde dans d'autres produits. Chaque année, les règles d'hygiène sont rappelées durant 2 heures, même auprès des plus anciens personnels. Sur ces chaînes, 60% des produits sont revendus via des marques de la grande distribution. Cela exige d'acquérir une 3e qualité, la certification. Pour faire des produits à leur marque, nous devons être certifiés IFS. C'est très compliqué et il y a différentes cuissons. Par exemple, les athées mains, c'est 6h30, les athées, c'est 5h20. Pour faire cela, il vaut mieux savoir lire et écrire. Ici, formation et accompagnement des personnels ont permis de les fidéliser et faire confiance à leur qualité humaine. S'ils sont bien prévenus, ils y restent. On en perdait 80% des gens qui rentraient. Là aujourd'hui, 10-15%. Quand on demande aux gens de se déshabiller pour se rhabiller avec des vêtements propres, voilà, ça touche la partie intime de l'individu, donc ça, il faut prévenir les gens par rapport à ça. La deuxième chose qu'il faut, c'est être ponctuel comme dans tout travail, mais encore plus dans l'agroalimentaire. Et puis la troisième chose, je crois qu'à un moment donné, c'est qu'il faut qu'ils aient envie de travailler dans le produit pour lequel ils vont fabriquer, quoi. Il y a une bonne source, par exemple, d'intégration, c'est les travaux d'été. Suite à la saison, on voit bien comment ça va aller et les gens sont plus faciles à intégrer derrière. Certains salariés sont restés 40 ans et aujourd'hui, leurs enfants prennent le relais. Richard Bonnet, ce qui nous a étonné avec Christian, c'est que c'est vraiment là, ce sont des personnes qui bossent. On sent bien que ça travaille et qu'il faut faire des efforts pour que tout soit parfait. Pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour exercer un métier dans l'agroalimentaire ? Alors bon, il faut être vif d'esprit, rapide d'exécution, et il faut avoir le niveau d'un CAP ou d'un BEP, il faut savoir lire, écrire, compter, et puis il faut avoir quand même envie c'est un produit de fête, donc de livrer au client un produit qui soit tout à fait festif, et donc il faut un produit parfait. On ne peut pas tolérer d'imperfection dans un produit de fête. Quand vous livrez une boîte de chocolat, elle doit être parfaite. Et être ponctuel, j'ai vu dans le reportage. Oui, tout à fait, il faut être ponctuel. Marie-Claude Brier-Clément, vous êtes coprésidente de la commission formation à la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'il existe dans le département des lycées où l'on peut devenir responsable qualité, comme on l'a vu dans le reportage ? Alors, la fonction responsable qualité, c'est plutôt une formation supérieure, post-bac. Par contre, nos lycées agricoles préparent à des bacs qui peuvent tout à fait ouvrir la voie à des formations supérieures de cette nature-là. Et je crois que c'est intéressant parce que ça bouscule complètement l'idée reçue qu'on va en lycée agricole uniquement pour se former dans les métiers de la production. On a aussi toute la filière de l'apprentissage. La Chambre d'agriculture gère les contrats d'apprentissage et 2 chiffres. Nous avons plus de 70% de nos contrats qui sont à partir du niveau 4, c'est-à-dire du bac pro, et près de 35% qui sont sur ce qu'on appelle les niveaux 3, 2 et 1, BTS, Master, École et ingénieur, et notamment dans le cadre du club I3A, Nourricia, Cristal Union, emploie des gens en contrat d'apprentissage sur ces formations supérieures. Donc une diversité en fait, une diversité d'emplois à tout niveau. Jean-Thomas Robichon, quand même une question. Ça bosse, mais ça bosse dans la bonne humeur, ça se voit pas forcément, ça va. Mais ces entreprises d'agroalimentaire sont souvent quand même dans le milieu rural. Là, c'était 2 exceptions dans ces reportages. C'est une difficulté ou pas, justement, pour recruter, pour vous ? Effectivement, être éloigné des villes, ça ne facilite pas le recrutement, évidemment.
Et les entreprises qui sont assez éloignées des villes, à ce moment-là, je remarque qu'elles intègrent des formations elles-mêmes et qu'elles font tout pour retenir vraiment... Elles sont très ancrées sur leur territoire. Hein. D'abord, tout à fait, les gens aux alentours. Et puis, si possible, être proche quand même d'une ville moyenne de 30 ou 40 km. Quoi. Et en un mot, pourquoi elles sont éloignées des villes ? Parce que là, vous êtes soit au cœur de production agricole, puisque l'industrie peut être proche de ses productions. Et puis également, ça peut être pour des questions d'opportunités, je dirais, d'investissement. Donc l'agroalimentaire permet de vivre à la campagne, peut-être, si on trouve un emploi. Dans notre belle campagne, tout à fait. Alors pour recruter dans le monde agricole, la Chambre d'agriculture prend elle aussi des initiatives. Souvent on choisit un métier lorsqu'on est jeune. Et je propose de voir comment la Chambre d'agriculture accompagne et motive les jeunes pour s'orienter vers les métiers du monde agricole. Chambre d'agriculture, bonjour Madame Coutier. La Chambre d'agriculture de l'Aube délivre des conseils et un accompagnement personnalisé dans tous les domaines, y compris la formation. Ainsi, chaque année, entre 100 et 130 contrats d'apprentissage sont validés. Une des missions consulaires de la Chambre d'agriculture, comme de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, est d'enregistrer les contrats d'apprentissage, c'est-à-dire de vérifier que les contrats sont conformes à la réglementation. La Chambre d'agriculture enregistre tous les contrats dont les salariés relèvent de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. L'orientation des contrats d'apprentissage change. À côté des CAP, des bacs pro, les contrats sur des formations supérieures se développent. Type licence pro, type master, que ce soit dans les industries agroalimentaires, dans les banques, les assurances. Le Crédit Agricole fait par exemple des formations à l'alternance pour ses licences et ses masters banque-finance. Autre action dans le domaine des métiers, la promotion de la diversité des postes dans l'agriculture auprès du grand public. Tout le monde s'imagine dans la vie courante que l'agriculteur, c'est celui qui est soit derrière les vaches ou sur le tracteur. Or, les métiers de l'agriculture consistent en bien d'autres métiers. On parle de secteurs comme le paysage ou les services aux personnes en milieu rural, par exemple. Ici, on va même plus loin en proposant aux élèves de 3e un jeu nommé Sauver Titan. L'écosystème a explosé et on va réfléchir à comment on va nourrir la nouvelle planète Titan. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux élèves de tous les métiers nécessaires à la production agricole et à la production alimentaire. Une découverte ou un rappel avec près de 200 métiers. Le tracteur n'est donc pas obligatoire pour travailler dans le monde agricole. Donc Marie-Claude Brié-Clément, si je résume, il y a plein de postes dans l'agroalimentaire, il y a aussi plein de postes dans le monde agricole. Mais si on est déjà en poste, est-ce qu'on peut quand même continuer à évoluer ? De toute façon, les évolutions nécessitent qu'on se forme tout au long de la vie. Et c'est vrai que quand on est en poste, il existe des fonds de formation, bon nombre d'entreprises ont des plans de formation, et on se rend compte effectivement que dans ces entreprises, comme vous l'avez dit, la promotion interne joue. Et effectivement, de ce côté-là, nous pouvons, sur l'offre de formation continue en Champagne-Ardenne, bien évidemment, la Chambre d'agriculture a une offre de formation continue, mais les établissements agricoles ont aussi de la formation continue et l'URCA, l'IUT, l'UTT forment, dans le cadre de la formation continue, à des métiers sur l'encadrement, sur des éléments plus techniques, sur les chefs d'équipe, sur des conducteurs de ligne, etc. Bien sûr que dans l'agroalimentaire, on peut évoluer tout au long de sa vie. Alors, dans le monde agricole, je crois que... on propose un catalogue de plus de 100 formations. Est-ce que certaines de ces formations sont obligatoires pour effectuer certaines tâches ou certains métiers? On a l'impression que c'est quand même très, très précis, ce genre de métier. Alors, dans, effectivement, nos 101 formations proposées cette année, on a une formation obligatoire qui est le certificat, puisque bientôt, pour pouvoir utiliser les produits phytosanitaires, il faudra obtenir ce certificat. En 2011... Ça veut dire quoi exactement ? Certificat pour utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, d'accord. Et nous avons formé avec le CPPA et le CFPPA de l'Aube des agriculteurs cette année. Bientôt, il va falloir aussi former les salariés. Mais je voudrais dire que, au-delà de ces formations obligatoires, le catalogue de formations que nous proposons recouvre bien d'autres choses au niveau de la technique, au niveau du management, au niveau de l'innovation, de l'anticipation, et que l'ensemble de ces formations s'adressent bien entendu aux agriculteurs, mais aussi aux salariés de production agricole
et aux salariés de l'agroalimentaire. Richard Bonnet, si je suis un jeune là, qui nous regarde et qui se dit tiens, pourquoi pas moi, pourquoi pas faire un métier dans l'agroalimentaire, quelles seraient vos recommandations en termes de cursus scolaire pour ce jeune qui Il nous faudrait regarde? tout simplement qu'il ait un CAP ou un BEP, qu'il ait envie de venir travailler, préparer des produits de fête. Et puis nous, après, on se chargera au niveau de l'entreprise de faire une formation au niveau de l'accueil. On va le former pendant à peu près 2 heures en lui décrivant bien toutes les règles d'hygiène et de sécurité, les règles de l'environnement au niveau du tri des déchets. Et puis ensuite, il aura une formation directement sur le terrain, voire une formation spécifique. S'il est conducteur d'un chariot élévateur, on lui fera une autorisation de conduite interne. Et puis on fait également des formations externes par l'Alliance 7, qui est donc notre convention collective, où nous formons tous les ans des chocolatiers, où nous formons des mouleurs, de façon à ce qu'ils maîtrisent bien le métier. Christian, on l'a vu dans cette émission, dans le secteur de l'agroalimentaire, ça va d'une main-d'œuvre peu qualifiée, mais à des postes très différents et hautement qualifiés. C'est très divers. Je vous propose de voir peut-être un cas exemplaire. Elle s'appelle Amélie, elle a 22 ans, elle est très attachée au département de l'Aube et elle a surtout très envie de réussir ses études dans l'agroalimentaire et on va voir qu'il y a beaucoup de formations internes. Il suffit de toquer à la porte et on se débrouille, mais aussi on peut aller beaucoup plus loin avec un bac+5. C'est Amélie. À 22 ans, Amélie prépare un bac+5 dans l'agroalimentaire. Elle n'avait pas imaginé que l'on puisse aller si loin dans ce domaine. Tout simplement, j'ai commencé par un bac agricole à Saint-Ponge, où là j'ai travaillé sur le végétal et l'animal. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu continuer dans les métiers de l'alimentaire. Donc du coup, je me suis orientée vers un BTS technico-commercial alimentaire, une licence professionnelle à Bourg-en-Bresse sur le développement de projets, toujours dans l'alimentaire. Et maintenant, je suis en master sur Angers dans l'innovation alimentaire, la création de nouveaux produits. Amélie se prépare à inventer les plats de demain que nous achèterons durant nos courses. Donc on est en cuisine, on a de nouveaux ingrédients, on essaye d'inventer un nouveau produit et ensuite on passe le relais à tout ce qui est partie marketing, commercial pour travailler sur le packaging et puis savoir si le produit pourrait se vendre ou non sur le marché. J'aime bien cuisiner et créer de nouveaux produits, savoir si ça peut fonctionner ou pas. Donc c'est vraiment enrichissant aussi de créer quelque chose par nous-mêmes. Pour sa licence, Amélie a choisi l'alternance, une occasion de mener jusqu'au bout ses idées. Donc en fait j'ai fait 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école et j'étais dans une petite entreprise sur Montgueux et j'ai dû diversifier cette entreprise qui était dans le domaine viticole et on l'a diversifiée ensemble dans le domaine du champignon de Paris. Donc j'ai travaillé sur toutes les démarches à trouver des fournisseurs, faire des études de marché, une étude de faisabilité et j'ai aussi travaillé avec mon maître de stage sur la production et la vente des champignons ensuite. On participe dans toutes les activités de l'entreprise, donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment du concret pour comparer aux cours. Il ne lui reste plus qu'une année de cours avant d'obtenir son master. Amélie est confiante quant à sa réussite dans l'agroalimentaire. On est obligé de se diversifier pour plaire aux consommateurs, donc du coup il y aura toujours des métiers dans ce domaine. Amélie s'est déjà lancée en créant un macaron aux légumes. Cette recette a remporté la première place du concours Innove Aliments en 2010. Des macarons aux légumes, je veux bien goûter. Richard Bonnet, c'est la 2e fois dans l'émission que l'on parle d'innovation dans les reportages. C'est vraiment le cas dans l'agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose que vous faites tout le temps, innover? Oui, on innove en permanence, il faut changer le sujet, l'emballage, il faut pouvoir attirer le client pour pouvoir développer le produit. Parce qu'on a l'impression de temps en temps que c'est un métier de tradition. C'est un métier de tradition sur le fond, mais sur la présentation, il faut avoir une innovation quasiment perpétuelle. C'est un métier où ça ne se répète jamais, contrairement à ce qu'on voit sur les images, peut-être. Tout à fait. Jean-Thomas Robichon, on vient de voir un vigneron qui s'est lancé dans la production de champignons. Ça veut dire que l'agroalimentaire, ça peut être aussi des très petites entreprises, comme celles qu'on a vues, des TPE? Bien sûr, c'est pas des grosses industries, pas des grosses usines, forcément. Les toutes petites entreprises, effectivement, comme celle-ci, ou également, vous avez dans l'Aube, vous avez du site du Pays d'Hôte, par exemple. Vous avez les lentillons roses de la Champagne, qui méritent vraiment qu'on les connaisse. Et puis, vous avez des petites conserveries de charcuterie, par exemple, de plats préparés.
Donc, bien évidemment, il y a plein de petites entreprises dynamiques destinées à grossir. Et il n'y a plus qu'à passer à table, en quelque sorte. Merci à vous tous de nous avoir fait partager votre métier, votre secteur. En tout cas, on sent bien que c'est un secteur très fort dans l'Aube, très lié à la gastronomie. Christian, dernière émission de l'année, ce sera quoi? Alors, c'est sur les fermes Cofito, mais dans le domaine viticole. Ça veut dire quoi? Traduction. En fait, tout simplement, il y a l'objectif pour 2018 d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Et en fait, il y a un réseau de vignerons qui prennent le risque sur leur ferme, en conditions réelles, toute exploitation, de dire on va s'engager, on va essayer, on va voir comment ça marche, au lieu de le faire uniquement sur une petite parcelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est à découvrir à la mi-décembre. À bientôt donc pour un nouveau Terre de l'Aube. Au revoir.